Alors, je pense que vous avez tous vu ce, cet ingénieur qui benchmarkait sa session SSH. Hein, ça a fait un peu sourire la communauté, mais n'empêche que toute la communauté InfoSec avait raté ça. Petite backdoor XZ. Hein. Donc, dans un algo de compression, je vais pas revenir dessus. Je vous mettrai des ressources, hein, puisqu'il y a des gens qui ont reverse, il y a des gens qui ont fait déjà des vidéos dessus. Je vais pas revenir dessus, mais encore une fois, supply chain. Alors, c'est clair, on pourrait discuter est-ce que c'est vraiment une supply chain ou pas. Pour moi, c'est une attaque de supply chain, d'accord. Même si ça s'attaque à de la crypto et qu'il fallait certaines conditions, notamment système D. Mais je t'avais dit dans précédentes vidéos que système D, on s'en est toujours méfié. Pourquoi? Parce qu'on savait que ça pouvait être poutré et on sait très bien qui faisait ça dans le passé. J'adore rimer en et. Donc, on va revoir les bases. Hein, on va parler du modèle CICD. Si vous êtes dev, je ne vous apprends rien. Encore une fois, je rappellerai que cette série de vidéos Try Hack Me, Advent of Cyber, on est en 2024, mais j'ai pas encore fini. Je suis désolé, je suis un cerf-volant. Je vole très haut dans le ciel. Donc, après toutes ces vannes pourries, on va pouvoir revoir le modèle CICD. Hein. Donc, je suis pas développeur, mais je vais tenter de vous l'expliquer grâce, encore une fois, des documents que j'ai récupérés à gauche, à droite. Je n'utilise pas ChatGPT, mais mon cerveau. Hein. Donc, si c'est pas parfait, tu m'excuseras. Hein. Mais il paraît que ChatGPT, c'est encore pire. Donc, le modèle CICD, c'est l'intégration et la distribution, le développement continu. L'objectif, c'est de rationaliser, accélérer le cycle de vie des développements des logiciels. Hein. Si vous êtes dans le dev depuis longtemps, vous avez vu ces pratiques évoluer, d'accord. Et on codait pas il y a 30 ans comme on codait maintenant. D'accord. Donc, la pratique de l'intégration continue, c'est ce qu'on appelle le CI, CI, consiste à intégrer automatiquement et régulièrement les modifications de code dans un référentiel de code source qui est partagé. Hein, le Git, GitLab, je vais vous en parler par la suite, vous connaissez tous. Donc, la distribution ou le déploiement continu, cette fois-ci on parle de CD, CD, désigne quant à eux un processus en deux volets qui englobe l'intégration, les tests, la distribution et les modifications naturellement qui vont être apportées au code. Alors la distribution continue, elle se limite au déploiement automatique dans des environnements de prod. Quand je dis prod, je parle de production, alors que le déploiement continu publie automatiquement les mises à jour dans ces environnements. D'accord. Donc là, il y a un distinguo à faire. D'accord. Distribution continue vs déploiement continu. D'accord. Donc build, test, no merge et commit, automatically release to repo, et le repo après peut être poussé, va permettre de pousser les montées de version côté production. D'accord. On sera plus dans des instances de recettes, bac à sable, ce que tu veux. Donc l'ensemble de ces pratiques sont souvent désignées par, on parle de pipeline, d'accord. CICD, elle repose sur une collaboration agile entre les équipes de développement et d'exploitation. D'accord. Que ce soit dans le cadre d'une approche DevOps, on parle même de DevSecOps, comme vous le savez, ou d'ingénierie de la fiabilité des sites. Là, on parlera de SRE. Alors, je vais développer, comme ça tout le monde sera à niveau et ça vous permettra de revoir vos cours ou pas. Alors, l'importance du pipeline CICD. Il faut comprendre que cette approche, ça va aider les entreprises à éviter les bugs, les défaillances de code, tout en assurant un cycle continu de développement et de mise à jour des logiciels. Et si un méchant pirate ou une agence de renseignement arrive à quoi? À empoisonner le pipeline CICD, je vous en parlerai plus tard, ça va tout simplement permettre une attaque sophistiquée de supply chain. On l'a vu, service chinois et d'autres. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. D'accord. Donc, à mesure que les applications évoluent, les fonctions de CICD peuvent réduire la complexité, accroître l'efficacité, la rationalité, les flux de travail, tout simplement. Donc, grâce à cette automatisation, on va avoir des interventions manuelles nécessaires à la mise en prod d'un nouveau code et les temps d'arrêt sont limités. Les publications de code sont plus rapides. D'accord. Donc, le but, c'est d'accroître, encore une fois, la productivité. D'accord, tout en ayant une traçabilité. Donc, par ailleurs, en accélérant l'intégration des mises à jour et des modifications du code, on accélère également celle des commentaires des utilisateurs. D'accord, on va avoir le retour et c'est une boucle rétroactive en fonction du retour utilisateur. On va faire des stories et on va pousser ça en dev à nouveau. D'accord, donc c'est un travail continu. Et avec le retour client, on va voir si le projet lui plaît, s'il souhaite ajouter de nouvelles briques, de nouvelles fonctionnalités à tel ou tel projet. Donc, les utilisateurs et les clients sont plus satisfaits.
En principe. Définition de l'intégration continue. Donc cet acronyme CICD, je vous ai dit le CI, ça désigne l'intégration continue. C'est un processus d'automatisation désigné aux équipes de dev qui vont faciliter la fusion plus fréquente de modifications de code vers une branche partagée, où on parle de tree, de tronc commun. C'est pour ça que quand vous allez sur Git, vous avez quoi? La master branch, et ensuite vous avez la dev branch, etc., etc. Tout va dépendre de votre projet et des gens qui travaillent sur ce projet. Au fur et à mesure de ces mises à jour, les phases de test automatisées se lancent afin de garantir à la fois la fiabilité des modifications du code qui a été mergé, qui a été fusionné. D'accord? Merge, commit. Donc le concept de développement d'applications modernes consiste à faire travailler plusieurs développeurs simultanément sur différentes fonctions d'une même application. D'accord? Même au niveau du dev, toi tu vas coder la fonction qui permet d'envoyer des messages pendant que je vais coder la fonction qui permet de communiquer via l'API, d'accord, à un backend, par exemple. D'accord? Donc toutefois, si une entreprise prévoit de fusionner tous ces morceaux de code et code source le même jour, on le merge day, ou le jour de fusionnement comme on l'appelle, alors la tâche risque de s'avérer à la fois laborieuse et nécessiter beaucoup de procédures manuelles et donc du temps. Et le temps, c'est de l'argent dans une entreprise, surtout quand vous faites du dev, d'accord? C'est un peu comme en cybersécurité, qu'est-ce qu'on fait? On compte, le chef de projet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compter les ressources qu'il faut allouer sur le projet, les différentes ingénieurs, techniciens, et puis après on va compter en jours hommes. D'accord. Et c'est comme ça, c'est pareil après en cybersec. D'accord. Sur des missions, on compte toujours en jours hommes. Combien de temps en jours hommes il va me falloir pour faire ce qu'on m'a demandé. Donc, il existe un risque de conflit aussi avec les changements à apporter, d'accord, puisque c'est une interaction entre différents acteurs et ça peut poser des problèmes, ça peut complexifier la tâche, puisque chacun a ses propres environnements de dev intégrés, ses IDE, chaque développeur travaille sur sa petite popote au lieu d'en définir un seul dans le cloud pour toute l'équipe. D'accord? Donc encore une fois, comment tu travailles? Tu travailles en local? Ah merde, et pourquoi on a inventé Docker? Je te le rappelle. C'est parce que tu vas coder ton application sur ton PC et puis après tu vas passer ça à Micheline sur un Windows. Toi tu codais sur Linux. Ça va entraîner des problèmes de portabilité. D'accord? Mais tout ça, je te l'avais déjà expliqué. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'intégration continue, c'est une solution au problème de dev simultané de nombreuses branches d'applications qui peuvent être potentiellement conflictuelles. D'accord? Et il faut gérer ces conflits. Donc, cette intégration continue est efficace quand les modifications apportées à une application sont validées par la compilation automatique de l'application et l'exécution de différents niveaux de tests automatisés. D'accord? Donc voilà, tu vas faire tes différents tests et le problème c'est que si j'accède à ça et que je commence à lancer une attaque de supply chain, tu as bien compris qu'au moment où il y aura la compilation automatique de l'application, avec peut-être des librairies que j'aurais infectées, ton projet il va sortir tout beau tout frais et tu distribues ce logiciel, d'accord, à tes clients, à tes sous-traitants et tu te fais pouner, attaque de supply chain. Donc, il s'agit d'assurer les modifications n'ont pas compromis l'application. Et ouais, quand même, notamment en moyen de test unitaire et d'intégration. D'accord? Ou parfois en benchmarkant sa session SSH, son daemon. Donc, il faut tester les classes aux fonctions en passant par différents modules qui composent votre application. Si les tests automatisés révèlent un conflit, là on ne parle pas de cybersécurité, entre le nouveau code et le code existant, l'intégration continue à accélérer la correction des bugs à une fréquence plus régulière. Alors, maintenant, je vais développer la partie CD. Je vous l'ai introduite. Ça désigne la distribution continue ou le déploiement continu, qui sont deux concepts très proches, mais qui sont utilisés parfois de façon interchangeable. Mais je vous ai dit, il y a un distinguo. Ces deux termes concernent en effet l'automatisation des étapes ultérieures du pipeline. Ils sont parfois utilisés pour souligner le degré d'automatisation. Et le choix entre une distribution continue et le déploiement continu dépend de la tolérance au risque et aux besoins spécifiques des équipes de dev et d'exploitation. D'accord? Alors, quand on parle de l'exploitation, c'est les gens qui travaillent en prod, en production. Donc, définition de la distribution continue. Elle automatise la publication du code validé dans un référentiel, cadriciel, suite à l'automatisation des versions et des tests unitaires et de l'intégration dans le cadre de l'intégration continue. Le but, c'est d'obtenir un processus de distribution continue efficace. Il est essentiel à intégrer dès le départ dans votre pipeline de dev. D'accord? Alors, la distribution continue implique naturellement une automatisation des tests et la publication du code à chaque étape et les merges,
le fusionnement des modifications de code à la distribution naturellement des versions qui vont être prêtes pour rentrer en production. À l'issue de ce processus, l'équipe d'exploitation est la même et c'est la même de déployer rapidement une application en production. D'accord? Donc en général, dans le cadre de la distribution continue, les modifications apportées par l'équipe de dev à une application sont automatiquement testées et chargées dans un référentiel, d'accord? GitHub, ou un registre de conteneurs. Elles peuvent être ensuite déployées dans un environnement de production actif par l'équipe d'exploitation. Cette solution pallie le manque de visibilité et la communication à la fois entre les équipes de dev et les équipes commerciales. D'accord? Dans cette optique, l'objectif de la distribution continue est de disposer d'un code à base déployable à tout moment en production et de veiller que ce déploiement du nouveau code nécessite le moins d'efforts possible. D'accord? Pareil, je vous avais dit, déploiement continu, cette fois-ci, c'est la dernière étape de du pipeline CI/CD. S'il est mature, prolongement à la fois de la distribution continue, il va permettre en fait cette fois-ci de désigner le transfert automatique des modifications depuis le référentiel et comme on l'a vu, ensuite vers l'environnement de production. D'accord? Et ça, c'est le résultat final puisque c'est celui qui est souhaité, c'est-à-dire où ces modifications peuvent être utilisées par les clients finaux. Le déploiement continu traite le problème de la surcharge des équipes d'exploitation par des processus manuels qui vont ralentir la distribution des applications et donc il s'appuie sur les bénéfices de la distribution continue pour automatiser l'étape suivante du pipeline. D'accord? On passe d'étape en étape de façon séquentielle. Dans la pratique, dans le cadre du déploiement continu, une modification apportée à une application cloud pourrait être publiée quelques minutes seulement après la rédaction du code en question, supposant qu'elle passe naturellement tous les tests automatisés. Il est ainsi beaucoup plus facile de recevoir et d'intégrer en continu les commentaires des utilisateurs. D'accord? En associant toutes ces pratiques CI/CD connexes, le déploiement des applications devient plus sûr ou pas, car il est plus facile de distribuer de petites modifications l'une après l'autre, plutôt qu'en une seule fois. D'accord? Il vaut mieux procéder de petites modifications en petites modifications que faire un commit qui va modifier 1 million de lignes de code et voilà, et tu vas craquer. D'accord? Si jamais ça se passe mal, vaut mieux faire un rollback en production sur des petites modifs que sur des gros trucs. Alors c'est vrai pour ton application dans le cloud, c'est vrai pour d'autres choses, mais c'est encore plus vrai, j'ai envie de te dire, quand on travaille sur des parties critiques d'un système d'exploitation, d'accord? Parce que là, c'est encore plus critique qu'une simple application, puisqu'on s'attaque au système d'exploitation. En revanche, comme aucun contrôle manuel n'intervient à l'étape qui précède cette mise en production, vous avez bien compris que le déploiement continu, c'est une mise en grande partie en place par l'automatisation. D'accord? Bien pensé de ces tests. Donc, autrement dit, cette pratique va exiger un investissement initial conséquent puisqu'elle implique l'élaboration de tests automatisés pour différentes étapes de test et de mise en production au sein du pipeline CI/CD. D'accord? Avant, on faisait les tests unitaires ou autres d'intégration à la main, d'accord? C'est encore nécessaire de le faire. Ou quand on trouve un bug, il va falloir débugger. Donc, il va falloir comprendre où c'est que ça merde au niveau du code. Et là, malheureusement, parfois, les tests automatisés ne suffiront pas à détecter certains bugs, d'accord? Ou certaines failles qui vont être introduites. XZ, on pense à toi, d'accord? Donc les pratiques, on va parler DevOps et puis on va essayer de comprendre DevSecOps aussi parce qu'il y a l'aspect InfoSec, sécurité des opérations, OPSEC. Et si quelqu'un, je te dis toujours, ça c'est Titi Tata, c'est des gentils. Mais s'il y a Toto maintenant qui commence à rentrer dans le game et qui commence à foutre la merde, et ben là, on commence à avoir des problèmes. Donc il va falloir réfléchir et je vais vous parler dans la prochaine vidéo de ce qu'on appelle un empoisonnement de pipeline d'exécution. Là, je suis en train de te définir ce qu'est un pipeline d'exécution en CI/CD et malheureusement on a des attaques pour quoi? Pour faire des attaques de supply chain, on va faire des attaques d'empoisonnement. Donc tu vas voir, je t'en parlerai. Et puis je vous donnerai un exemple de 5-10 minutes, on va se connecter à un lab Git et puis on va voir ce qui s'est passé. On va revenir avec nos elfes et nos petits lutins, d'accord?
Donc on a bien compris, hein, ça va accélérer tout ça, le processus. J'ai une idée, j'ajoute une nouvelle fonction, demande d'amélioration, correction de bug, et je passe à la phase de développement, salle de déploiement dans un environnement de production. Ça apporte de la valeur, hein, à l'utilisateur et de la valeur ajoutée pour mon travail. Mais dans le cadre de travail collaboratif, hein, si on reprend notre modèle DevOps, la sécurité, c'est la responsabilité partagée et intégrée du début à la fin. D'accord? Donc, DevSecOps par la suite. Donc, quoi? Eh ben, c'est bien de faire des projets DevOps, mais je veux intégrer de la sécurité. D'accord? Donc, le modèle DevSecOps, Development Security Operation, développement sécurité exploitation, c'est une approche de cette culture de l'automatisation et de la conception des plateformes qui vont intégrer une surcouche de sécurité en tant que responsabilité partagée tout au long du cycle de vie informatique et de traçabilité. Hein, on a notre ami Jia, qui est venu backdoorer, qui a poussé au suicide, tu vois, guerre psychologique, hein, le mainteneur, c'est avec un mainteneur. Et puis on lui a mis coup de pression, hein, mais ça je t'ai expliqué déjà comment on peut te manipuler. Et c'est pour ça que quand vous venez, moi je vous fais des gros bisous. Et voilà. Et du coup, bah, JA, on sait que c'est JA. Maintenant, il y a plein de gens qui ont vu, ah, il semblerait qu'il vient de Chine, mais ça pourrait être n'importe qui, d'accord? Puisque derrière un simple utilisateur peut se cacher quoi? Une APT, d'accord? Là, en l'occurrence, je pense des hackers étatiques, hein, mais je peux me tromper. Vous ne savez, je ne suis qu'un touriste. Mais on va pas parler d'XZ, mais on va parler quand même de comment on peut sécuriser ces pipelines, d'accord? Alors ça consiste en quoi? Bah, c'est tout simplement, donc ça consiste en quoi la sécurité? C'est protéger les pipelines de code au moyen de contrôle et de tests automatisés afin de prévenir les vulnérabilités lorsqu'on distribue les logiciels. Sinon, ça va faire une supply chain. Donc, l'intégration de la sécurité à un pipeline, ça permet de préserver le code des attaques, d'éviter des fuites de données, de respecter les politiques et d'assurer le contrôle de qualité. D'accord? Première étape, préserver le code d'attaque. D'accord? Mais je peux faire des attaques, je t'ai dit, d'empoisonnement. Hein? On va voir par la suite. Là, on va parler dans un sens plus large. Hein? Donc, il faut bien comprendre, sans ces mesures de sécurité adaptées, le caractère rapide de dev peut exposer les pipelines à des risques. D'accord? Exposition des données sensibles à des sources extérieures. On l'a vu, les milliers de guides de GitLab, hein, qui se sont fait péter depuis des mois. D'accord? Utilisation de code ou de composants tiers non sécurisés. Hein? Injection de backdoor. Hein? On l'a vu avec XZ. D'accord? Et tant d'autres. D'accord? Toutes les librairies, je vous dis NPM, toutes les librairies, donc JavaScript, les librairies Python. D'accord? Donc, tout ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que il y a une personne malicieuse, Toto, qui va avoir un accès non autorisé au référentiel de code source et aux outils de développement. Et je vous ai dit qu'en red teaming, que ça soit des APT ou que ça soit des pen testers, ou de red teamer, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de récupérer tout le temps, hein, accéder au code source des référentiels. Je vous avais montré comment on peut cloner des référentiels. Encore une fois, tout va dépendre de quoi? De la configuration. Encore une fois, hein, du guide, du GitLab. Est-ce qu'on peut lancer des attaques, d'accord, et récupérer des informations, d'accord, en OSINT offensif? J'ai vu des gens faire ça, d'accord. On peut récupérer des informations à partir des référentiels, rebondir, pivoter d'information en information pour faire de l'offensive et surtout accéder aux outils de développement. D'accord? Tu utilises un compilateur. Si je t'introduis une backdoor dans ton compilateur, ça va être compliqué, hein. Tu vas compiler, mais avec ma backdoor. D'accord? Je te donne tout le temps des exemples très simples. Donc le but, c'est l'identification, l'atténuation des vulnérabilités tout au long du cycle de dev d'un logiciel qui vont garantir naturellement les modifications qui sont faites du code, sont testées de manière approfondie, qu'elles respectent naturellement les normes de sécurité avant leur déploiement en production. Sinon, c'est trop tard et tout le monde s'est fait poutrer. Ok, donc les outils courants, ça va permettre, je vous disais, d'automatiser le dev, le déploiement, les tests. On a des outils qui vont gérer spécifiquement la partie intégration, CI, d'autres la partie dev, déploiement, CD, et d'autres encore les tests continus, hein, des fonctions connexes. On a des pipelines Tekton qui servent de framework, hein, Kubernetes, donc tout ça. Hein. Quand on fait du cloud natif, comme on dit, on va utiliser des conteneurs, notamment avec Kubernetes, et ça permet une expérience CI/CD qui est native dans le cloud. Je vais essayer de parler dans le nuage. Pardon, je vais essayer de parler en bon français. Alors, Tekton,
hein, tectonique. Jenkins, hein, je vous l'avais déjà présenté, on avait vu comment on peut le pirater s'il est mal configuré, mais c'est un outil de gestion capable de gérer aussi bien un simple serveur de CI qu'un hub de CD complet. On a Spinnaker, donc ça c'est pour les tenants, hein, c'est multi-cloud, tous ces environnements. GoCD, hein, pareil, c'est un serveur CI/CD axé sur la modélisation et la visualisation. Concours, open source, approche pareil, d'automatisation continue. Et Screwdriver, pareil, qui est une plateforme de création pour le CD. Alors, vous pouvez également vous tourner vers différents fournisseurs, hein. Je vous ai parlé de GitLab, mais on en a d'autres. Travis, CI, hein, Altation Bamboo, Cycle CI, d'accord. Donc ça, c'est quoi? Bon, en fait, c'est des fournisseurs de cloud publics qui vont vous fournir ensuite des briques pour avoir une solution CI/CD, d'accord. Donc la plupart des objets essentiels, hein, du processus sont utilisés soit vous pouvez le faire en local, hein, vous allez installer votre propre serveur, sinon vous allez déployer ça dans le cloud. Donc tous ces outils, ils servent à l'automatisation de la conf. On a Ansible Chef, Puppet, d'accord. Les conteneurs, je vous en parlais, on a Docker, Cryo, RKT, et puis Kubernetes, hein. Kubernetes, c'est pas du conteneur, c'est une orchestration des conteneurs, d'accord. Donc tout ça, c'est des outils, hein, qui vont, on parle de workflow CI/CD, et ben ils vont être utilisés dans ces workflows CI/CD. Donc c'est une approche en fonction de la stratégie de développement de l'application, du fournisseur de cloud, hein. Je vous ai dit, bon, Red Hat, hein, ils ont des solutions. AWS a des solutions. Tecton, OpenShift, tout ça en différents pipelines. Et ça permet d'automatiser les étapes de création, de tests, de déploiement d'applications sur plusieurs plateformes cloud et sur site. D'accord. Donc, tout ça, hein, c'est bien, mais on peut avoir des attaques, hein, des attaques qui vont venir attaquer. Incroyable, quoi? Eh ben, les pipelines d'exécution. On va avoir des scénarios, hein, on va reprendre un scénario, et puis on va voir un petit peu c'est quoi ce principe de PPE qu'on appelle Poison Pipeline Exécution. Exécution de pipeline empoisonné. D'accord. Donc ça sera la prochaine vidéo, hein. On va revoir le concept SDLC, hein. Allez voir un petit peu, c'est le principe de VCS, hein, puisqu'on parle souvent de VCS, donc de Version Control System. On va revoir un petit peu notre CI/CD, notre pipeline, comment il pourrait être empoisonné, et si jamais on a empoisonné éventuellement ma production, d'accord, comment je peux faire pour essayer de désinfecter, hein, parce que mon serveur Git ou GitLab s'est fait péter, d'accord. Alors on va voir ça dans la prochaine vidéo. On va reprendre, comment dire, nos petits elfes et puis nos petits litins, et on va essayer d'explorer le concept d'exécution de pipeline empoisonné dans un environnement GitLab, hein, et puis on va voir comment s'en protéger. Et le but pour nous, dans la prochaine vidéo, on va essayer d'identifier, d'atténuer une attaque potentielle, et vous allez voir que apparemment il s'est passé des choses bizarres et on va devoir à nouveau enquêter. Moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.